Bonjour tout le monde et bienvenue à Self-Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois à coachsevi.com ou sur ma page Facebook pour la deuxième saison de Self-Talk. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Self-Talk. Aujourd'hui, je reçois l'ex-maire de la Ville de Montréal et grand amateur de baseball, l'honorable Denis Coderre. Monsieur Coderre a été actif en politique à titre de député libéral de Bourassa de 1997 à 2013, avant d'être élu à la tête de la grande métropole pour un mandat jusqu'en 2017. Il a entre autres été secrétaire d'État au sport amateur en 1999. Nous avons parlé de plein de choses, de santé, de sport, des expos, de l'Agence mondiale antidopage, de cinéma, de musique et bien plus. Alors, je vous laisse au bon soin de notre discussion et je viendrai conclure ce balado dans 60 minutes avec quelques commentaires et le mot de la fin. Bonne écoute! Écoute, Denis, merci beaucoup. Je suis très contente de t'avoir. Je sais que tu es hyper occupé et puis pour peut-être la personne ou les deux personnes qui ne vont pas savoir qui est Denis Coderre, là, quand même, qui vont écouter. Bien plus que ça, ça quand même. Écoute, je pense que l'impact que tu as eu sur autant au niveau canadien qu'au niveau municipal est assez incroyable, puis j'ai hâte de discuter de tout ça avec toi. Je pense que c'est important de dire tout ton parcours qui est incroyable. Tu as été en politique de 1997 à 2013. Une chose que les gens semblent oublier, puis moi qui est dans le sport, que je n'oublierai pas, ça c'est sûr, tu as été aussi secrétaire d'État pour le sport amateur. Et à travers tout ça, quand tu étais justement à ce poste-là, tu as créé l'Agence mondiale à Montréal antidopage. Et ça, les gens pensent que c'est arrivé comme ça, mais ça, c'est toutes des choses que toi, tu as fait pendant que tu étais au niveau du secrétariat des sports. Est-ce que ça, c'est En fait, il y a même une histoire avant. C'est que wow! quand je suis devenu député, un de mes bons amis, là, moi, j'ai été élu en 97. Il faut dire que je fais de la politique depuis 83, mais j'ai été candidat malheureux 3 fois de suite. Donc, 88, 90, 93. Après, ils m'ont élu. Ils étaient étonnés de me voir candidat. Là. Ils ont dit, on va lui donner une chance. Mais j'ai un bon ami qui s'appelle Dennis Mills, qui était député de Toronto et a eu la très bonne idée de mettre en branle un comité ad hoc du comité du patrimoine canadien, parce que Sport Canada relevait de Patrimoine Canada. Ouais. Sheila Copps était la ministre à l'époque. Et de faire un genre de comité ad hoc sur l'avenir du sport au Canada. Et de la façon dont il avait imaginé ça, c'est un peu comme la commission de l'époque, le Rando Dunton, où on voulait avoir un francophone puis un anglophone. Okay. Donc, il m'a demandé d'être son vice-président. Évidemment, je tripe sport. On a mis en place ce qu'on appelait le rapport Mills. Donc, ce rapport-là était sur l'avenir du sport au Canada. Et à l'intérieur de ça, parce que ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de ministre des Sports, on avait évoqué le besoin essentiel d'avoir un porte-parole pour le sport. Évidemment, entre-temps, vous savez qu'à Toronto, on avait essayé d'avoir les Olympiques, il y avait Vancouver, bref, tout ça. Ouais. Et au mois d'août 1999, donc un an et plus après mon élection, j'avais été élu le 2 juin 1997, donc près de 2 ans, plus de 2 ans après, le premier ministre m'a nommé ministre des Sports. Donc, je suis devenu secrétaire des Sports. Et notre mandat, en quelque part, puis je suis fier parce qu'on l'appliquait à 85 %, c'était l'ensemble des recommandations du rapport Mills. Et on touchait le sport amateur, le sport professionnel, les entraîneurs, toute la question de l'éthique dans le sport. Et puis, on l'a appliqué. Et c'est à ce moment-là, quand je suis devenu ministre des Sports, il y avait eu le scandale, notamment le Tour de France. Et les aristocrates des Olympiques du CIO à Lausanne s'est organisé pour faire un meeting avec certains membres du gouvernement pour créer l'Agence mondiale antidopage, où à l'intérieur de ça, tu avais 36 membres, donc 18 du gouvernement, 18 des fédérations et du milieu sportif. Et moi, à un moment donné,
parce que c'était un peu avant les Olympiques de Sydney, en Australie. On avait créé un colloque sur l'antidopage. Et puis, je suis parti avec ma petite valise parce qu'on n'avait pas un gros... écoute, j'avais 23 millions de budget, puis il était déjà dépensé à moitié. J'amène mon adjoint, puis j'ai dit, bon, on s'en va chercher l'Agence mondiale. On va sortir ça de l'Europe, puis on amène ça à Montréal à cause de Christian Ayotte, à cause de l'événement de Ben Johnson. On avait quand même démontré beaucoup de résilience. Et puis, on était dans le club des 7, notamment avec les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, et d'autres pays où on avait un peu créé un noyau sur l'éthique dans le sport. Et écoute, j'avais créé un caucus du sport en 2001, donc après les Olympiques, c'est en 2001 ou 2000, il y a eu en Estonie le fameux vote et puis on a gagné au 4e tour de scrutin par 2 voix. Moi, j'avais fait rajouter des représentants des athlètes au niveau du conseil d'administration. Et puis non, c'était un beau moment là, parce qu'on avait fait le tour du monde et puis ça avait été majeur. Et puis le Montréal est devenu à ce moment-là le siège social de l'Agence mondiale antidopage. Fait que l'éthique dans le sport, l'avenir du sport, toute la question d'augmenter la qualité de vie, parce qu'ils en ont mangé du craft dinner. Ouais. On avait changé ça. On avait bonifié les montants pour les athlètes, créer une politique des entraîneurs et contrairement aux guéguerres de drapeaux de l'époque, un des beaux moments, c'est Richard Legendre du gouvernement du Parti québécois et moi du gouvernement canadien. On avait dit, garde, on ne s'embarquera pas dans une guerre de drapeaux, là, puis on va travailler pour la condition des athlètes. Et en quelque part, c'est un des plus beaux moments, je dirais, politiques au niveau du sport. Et puis, on avait été très, très concret dans l'approche. Et puis, le milieu du sport avait été vraiment gagnant de ça. Puis, entre-temps, en plus, j'avais établi la stratégie contribuée, là, puis on avait été chercher les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. Oui, bien, écoute, c'est impressionnant de t'entendre. Puis c'est drôle parce qu'on a la perception aujourd'hui, en 2020, que faire de la politique, à la base de la politique, c'est d'essayer de changer les choses. Et c'est exactement ce que tu as fait, c'est exactement ce que tu continues à faire. Et qu'est-ce qui t'a attiré, toi, plus jeune, puis de dire, est-ce que c'est cette partie-là qui t'a attiré à la politique, de dire, moi, j'ai envie de faire partie du changement? En fait, à mon époque, il n'y avait pas de Ritalin. Et je suis devenu président de classe en maternelle. Puis en première année, j'étais à une école de campagne, je viens de Saint-Alphonse, dans le bout de Joliette. Et puis, le professeur, Mademoiselle Arbeau, que je vais remercier toute ma vie, avait remarqué que j'étais très dissipé, mais je carrais, j'avais des grosses notes. Et puis, elle m'avait demandé à un moment donné de faire un poème devant la classe. J'avais reviré ça en revendication. Et puis, la petite bonjour, elle m'a fait faire un discours par semaine. Fait qu'elle m'a canalisé mon énergie. C'était mon coach de vie, en quelque part. Et puis, j'ai toujours été maître de cérémonie, représentant, mais j'ai toujours aimé être un porte-parole ou être une voix à ceux qui n'en avaient pas. J'ai des parents exceptionnels qui avaient cette capacité d'entre-gens et puis, ou raconteurs, puis qui étaient très upfront. Alors, au fur et à mesure, j'ai toujours été président de quelque chose. Et puis, dès mon jeune âge, je pense que j'avais gagné un concours d'oratoire à 15 ans. Puis c'était, malgré ma jeunesse, je prévois devenir politicien. Alors, j'ai essayé d'étudier en droit. J'étais bien fort d'un party puis d'un président de classe, tout ça. Alors, je n'ai pas passé ma première année. J'étais allé en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et puis, sur les 93 étudiants, j'avais vendu 76 cartes de membres du Parti libéral du Canada. Je suis devenu président des jeunes libéraux fédéraux du Québec. Et puis, je suis devenu député après 3 défaites. Et puis, de 1997 à 2013, je suis devenu député. J'ai été ministre, donc secrétaire d'État au sport amateur. Mais après les événements, les tristes événements du 11 septembre, le premier ministre m'a demandé d'être son ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté. Je suis devenu ministre de la Francophonie. Je suis devenu président du Conseil privé. Ça, c'est le ministère du premier ministre. Et puis, j'ai fini comme conseiller spécial du premier ministre pour Haïti. Donc, tant au niveau international, national ou local, j'ai toujours roulé ma bosse, je dirais, dans le milieu sportif.
j'ai contribué à ma façon parce qu'en 99, j'étais en maudit, j'étais un maniaque de baseball. Fait que Ben oui, on va en les expos parler étaient de pour ça. partir, fait que j'ai travaillé de ce côté-là. Et en 2013, j'ai dit, bon, ben, je vais me donner une promotion, je suis devenu maire de Montréal. Fait que 35 ans de vie publique. Et puis, j'ai toujours été très terre à terre. J'ai toujours aimé travailler avec les gens, pour et par les gens. Et puis, le sport a toujours été en quelque part pour moi, ça a été mon gaz, mon énergie. Et puis, ben, aujourd'hui, je fais de la boxe, comme tu le sais. Alors, Ouais. boxeur 3 fois par semaine. Alors, il n'y a pas de méchant. Moi, je ne fais pas d'ulcère parce que je suis un extroverti. Fait que, Lâche lousse sur ouais, les gants et les ouais, le sac en mange une pour avoir maudite. un Là, peu. puis je fais du sparring aussi, c'est bien drôle. Mais non, non, mais en plus, les saines habitudes de vie et tout ça. Et pour moi, tu sais, on disait toujours, on est né pour un petit pain. J'ai dit non, moi, je vais faire les sandwichs pour tout le monde. Alors, j'avais cette fierté, j'ai eu des magnifiques valeurs qu'on m'a apprises. Et puis, tu sais, les Anglais disent You are what you want to be. Alors, quand tu crois, puis c'est ça l'avantage, j'étais entraîneur de football et tout ça, cette étincelle. Moi, j'avais un homme exceptionnel qui était presque un mentor quand j'étais. Avant d'être ministre des Sports, le ministre des Sports, c'est Jack Donahue. Jack avait été le coach de l'équipe nationale de basketball. Il avait été à la NBA aussi. Ouais. Et puis, Trophée quand à son j'avais nom, si créé. je ne me trompe pas, hein? Il y a un Pardon? trophée à son nom, je crois, pour Y a-t-il l'entraîneur. quelque chose à son nom, Jack? Ouais. Probablement, mais Jack euh, était un accompagnateur parce que dans le fond, c'est quoi un coach? C'est de créer l'étincelle dans l'œil, c'est de voir le diamant à l'état brut et lui donner le poli, mais pour que cette personne-là puisse se révéler elle-même. Et puis, en quelque part, tous ces événements-là, au fur et à mesure, dont évidemment le premier ministre Jean Chrétien qui m'a donné cette chance unique parce que c'est un privilège d'être au cabinet, m'a toujours formé. Puis tu te rends compte que tu es ce que tu veux être. Alors, you are what you want to be. Et puis pour moi, orgueilleux un peu, ça aide. Et puis un go-getter. Non, je ne prends pas un nom comme réponse. Tu sais, Nelson Mandela dit on perd pas. Ou on gagne ou on apprend. Et Ouais. puis, j'ai toujours vu ces défaites-là dans un agenda de résilience comme des capacités de grandir et puis de se reprendre en main et puis de voir ça comme une pause et une opportunité. Et puis, ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Et c'est super de t'entendre, Denis, parce que je pense que de t'écouter, ça donne un petit peu plus l'espoir de la perception qu'on a, en tout cas que moi que j'ai sur la politique, où pour moi, être en politique, c'est justement avoir une voix, donner une voix, créer du changement. Et tu le mentionnais tout à l'heure, hein, c'est pas bien, bien loin de ce qu'on fait comme entraîneur. Ce qu'on fait comme entraîneur, c'est qu'on a des athlètes, puis on essaie de maximiser leur plein potentiel. Puis je pense que dans tout ton parcours, avec tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un petit peu ce que toi, tu as voulu faire. Hein? Oui, avoir une voix, mais amener le changement, puis donner les outils aux gens. Et je pense que ça va au-delà d'une politique, qu'elle soit fédérale, qu'elle soit provinciale, qu'elle soit municipale. Est-ce que tu dirais que dans toutes tes années, tu te retrouves aujourd'hui justement encore plus dans ce rôle-là du coach qui a envie de donner sa voix, qui a envie de donner une voix aux autres et une ouverture au changement? Tu dois une chose, c'est que dans l'histoire des trois petits cochons, c'est la maison en briques qui a gagné. Donc, tu peux pas, moi, je crois au potentiel des gens, là. Je crois qu'on a un talent à l'état brut, mais en quelque part, l'expérience, ça s'acquiert. Donc, nécessairement, tu vois, là, tout le monde m'appelle en même temps. Nécessairement, faut que tu vives des expériences, faut que tu crois, et puis tu deviens une meilleure personne, même dans la défaite. C'est des opportunités qui te forment. On se rend compte qu'il n'y a pas de passe-droit. Tu sais, moi, je disais toujours comme coach, puis je pense que c'est Jean Drapeau qui disait ça, donner son 100 c'est 10 d'inspiration puis 90 de transpiration. Donc, il faut que tu travailles pour, il faut que tu le gagnes. Faut que tu crois en toi. Puis, regarde, je dis toujours à la blague, l'un des meilleurs frappeurs du baseball avait une moyenne de 400, c'est toujours bien 4 coups sûrs sur 10. Ça veut dire qu'il a swingé dans le beurre 6 fois ou il a fait des retraits, tu sais. Alors, nécessairement, au bout de la ligne, de la façon dont les choses fonctionnent, tu dois t'assurer que
qu'il va avoir des défis, qu'il va avoir des échecs, que tu vas être encore plus fort, que tu n'es pas seul, que tu es un être social, que tu peux toujours t'entourer, puis que tant que tu n'es pas le numéro un, tu es en dessous, il y a quelqu'un au-dessus de toi, puis tu te donnes des objectifs réels, mais ta compétition ne doit pas être nécessairement contre les autres, mais il faut que tu te donnes des défis personnels, puis d'y arriver. Moi, je suis un fils de menuisier. L'avantage d'un menuisier, c'est que tu juges une maison à son solage. Puis Régent Tremblay m'avait interviewé à un moment donné comme ministre des Sports. Puis, tu sais, il dit, « Ah, Denis, tu es un bâtisseur. » J'ai dit, « Non, je suis un rénovateur. » Parce que les BIM sont encore bons et que tu ne peux pas recommencer toujours à zéro. C'est sûr que quand la maison, tu dois acheter à terre, c'est une affaire, mais bien souvent, tu grandis de ce qu'il y avait avant, puis tu t'inspires de ça, puis tu grandis avec tes propres expériences. Donc, nécessairement, tu sais, chaque génération amène son lot de victoires et d'échecs, mais c'est un apprentissage continu. Et puis, tu ne peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain tout le temps, là. Donc, nécessairement, il faut que tu travailles en conséquence pour assurer et de comprendre. Et ça, peut-être à 57 ans aujourd'hui, on disait toujours la blague du jeune bœuf, du vieux bœuf, là, ben c'est ça. À un moment donné, là, tu ne peux pas partir en peur et tout avoir. Là. Il faut que tu y ailles tranquillement. Puis, c'est avec des pas que tu prends des marches. Mais c'est un marathon. Là. Oui, des fois, tu as des sprints, là, mais c'est comme à la boxe. Pour moi, la boxe, la politique, c'est la même chose. En quelque part, tu as une arène bien définie. Tu as 12 rounds. Tu peux faire le knockout, mais si tu cherches le knockout, puis tu vides ton énergie, puis tu ne passes pas au travail, bien, il y en a 11 autres, puis c'est toi qui vas tomber. Donc, nécessairement, il y a des étapes à suivre, puis il y a des façons de voir les choses, puis il faut que tu te gardes l'énergie. Et si tu vises l'arbre, tu vas oublier la forêt. Donc, autant faut que tu sois sûr de ton arbre, mais qu'il faut que tu aies aussi cette position de recul qui te permet d'avoir un ensemble. Des fois, il faut que tu joues la personne. Ouais. D'autre façon, il faut que tu joues la zone. Hein? Alors, puis chaque sport est en fait un milieu de vie, une expérience de vie. Et tel sport par rapport à tel sport ou telle expérience ou par rapport à telle expérience, il y a comme un modus operandi qui revient exactement à la même. C'est-à-dire que tu as un objectif que tu veux atteindre, tu vas avoir des victoires, tu vas avoir des défaites, tu as la balance des inconvénients, puis l'objectif, c'est de grandir puis d'avancer au fur et à mesure. Et puis c'est ça qui te fait une meilleure personne. Et tu sais, moi, j'ai toujours dit dans mes discours, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Que même dans les sports individuels, tu as besoin d'un entraîneur, tu as un écosystème qui t'entoure, tu as une partie entraînement, tu as une partie compétition, tu as une partie atteinte du sommet. Mais dans tout ça, tu as des étapes à franchir, puis tu ne peux pas le faire ça. Non, exactement. Puis je pense que, et si je peux me permettre, une des qualités que j'ai toujours trouvées dans la façon que tu amenais les choses et encore qu'on soit en accord ou pas en accord avec des prises de décision, c'est ton aspect de leadership. Et cette croyance-là que tu as envers justement des choses que tu veux changer, des choses que tu crois. Et tu parlais de ce parallèle-là avec la boxe et avec la politique. Tu t'es engagé à avoir un état d'esprit en santé, un corps sain, un corps en santé. Et tu parlais de justement approcher la boxe comme beaucoup plus aller vers les 12 rondes, prendre son temps, étudier son adversaire un peu. Est-ce que tu dirais que c'est un petit peu le parallèle que tu fais maintenant avec tous les défis qu'on a, que ce soit au niveau municipal, que ce soit de la vie, le COVID en ce moment, est-ce que la boxe t'a encore plus révélé que c'est quelque chose qui était très important pour toi? C'est-à-dire, ce sport-là ou les arts martiaux, ou, tu sais, bon, les gens voient la boxe comme, ah, c'est du combat. Un instant. C'est aussi une philosophie de vie. Ouais. C'est une façon d'approcher. Quand tu approches ton adversaire, tu peux y rentrer dedans. Tu vas avoir des tapes à la gueule. Peut-être, tu vas toffer, puis à un moment donné, tu vois une ouverture. Fait que c'est un peu comme Raging Bull. Tu rentres dans le tas, puis hein, à la grâce de Dieu. Ou bien tu te dis, un instant, il y a une technique. Il y a quand tu évites les coups, quand tu fatigues ton adversaire, pourquoi tu as besoin d'un cardio, c'est ça aussi. Tu sais, je veux dire, donc, c'est un cumul de tous ces éléments-là
qui font l'écosystème puis qui définit l'environnement dans lequel tu es. La vie est un éternel combat. On doit vivre des crises. Il y a des réalités auxquelles on est confronté. Tu peux avoir des leaderships de paix, tu peux avoir des leaderships attentistes. Ça, c'est pas mon leadership, mais tu as des leaderships également de crise et de gestion de crise. Souvent, tu sais, tu es mieux de travailler en amont parce que quand tu préviens, c'est sûr qu'il y a des moments où tu dois réagir, mais quand tu travailles en amont, si tu peux empêcher l'inévitable, tant mieux. C'est aussi une philosophie de vie, mais il n'y a pas un one size fits all. Là. Tu veux dire, dans la vie, là, c'est pas chaque personne est différente, mais tu peux pas juste dire, bon, ben, les recettes miracles là, qui sont applicables à tout, ça marche pas. Donc, par rapport à ton propre lot d'expérience, par rapport à ta façon de voir les choses, c'est sûr qu'on a été habitué souvent à se battre pour quelque chose. Moi, je ne suis pas venu au monde avec une cuillère d'argent dans la bouche, là, fait que ce que j'ai été chercher, je suis allé le chercher. Ouais. Donc, il a fallu me battre pour ça. Je ne faisais pas partie du salon, j'étais un gars de cuisine. Mais je leur dis, le poêle et le frigidaire est là. Alors, quand tu auras faim, là, tu pourras faire de la boucane dans le salon, mais tu vas être obligé de passer à la cuisine parce que les besoins primaires se passent là. Alors, tu sais, c'est le genre d'approche que j'ai eu. Je suis très agraire dans mon approche, donc je suis très terre à terre aussi dans Tu es la un peu de terrain. Tu es quelqu'un. Oui. Hein, on dit toujours, je veux dire, toi, là, faire un souper spaghetti, là, c'était ton plaisir. Là, c'est un plaisir faire ça, de rencontrer des gens, d'aller serrer des mains. Est-ce que tu t'ennuies de ça, malgré que je sais que tu es très impliqué sur plein de projets, tu es conseiller pour Stingray, je sais que tu as encore à cœur le projet de baseball à Montréal. J'aimerais savoir où ça en est un petit peu. Qu'on est rendu? On est rendu où? Moi, c'est vrai, mais ce qui est magnifique, c'est que, en fait, j'ai plein de dossiers. Il y a plusieurs façons de contribuer. Ouais. Soit de faire rayonner la ville que j'adore, comme Montréal est une ville que j'aime d'amour, ou bien d'aider les gens. Alors, je suis aussi ambassadeur de la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal. Tout à fait. Je suis avec Stingray, donc ça, c'est un côté entrepreneurial, donc diffusion de la culture. Y a quelque chose de plus fun que de la musique? Tu sais, bon, il y a le cinéma. Ah, ben ça donne bien. Je travaille aussi pour un studio. Est-ce qu'elle prend du temps dans ta vie? Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste, pas parce que c'est Stingray, mais est-ce que la musique a toujours fait partie, exemple, quand tu faisais le trajet à Ottawa, quand tu faisais le trajet à Québec, est-ce que la musique, c'est quelque chose que toi, là, tu te branchais, là, tu étais dans ta voiture, tu repartais à la maison? Moi, je suis un maniaque de cinéma, mais je suis un maniaque de musique. Mais la musique, pour moi, c'est, regarde, tout mon cégep à l'université, parce qu'on faisait tout à la dernière minute, on passait la nuit de bout, mais je la faisais avec de la musique classique, de l'opéra. Moi, je suis très sensible à la musique. Quand j'étais député et ministre, notamment, c'est moi qui ouvrais le chemin au premier ministre dans une campagne électorale. Okay. Puis moi, je dors 4h30 par nuit. Là. Je dors pas. Là. Depuis que j'ai fait une mononucléose à 13 ans, je dors pas. Fait que je fais des power naps ou bien avant chaque événement, je m'imbibais d'une musique pour me préparer mentalement à la livraison du message. Donc, des fois, écoute, j'ai écouté de Gladiator souvent, là, la bataille. J'avais Nessun Dorma que Pavarotti chante. Donc, j'avais ça. Je pouvais écouter soit une musique d'opéra, une musique de film, où je m'imbibais selon la situation pour, tu sais, ils appellent ça de scores. Quand ils font la musique de film. Je vais donner un exemple bien précis. Si tu as vu le film de Joker, à un moment donné, Joaquin Phoenix, il a sa scène dans les escaliers. OK? Peux-tu croire que la violoncelliste, la fille d'Islande, je crois, qui a gagné un Oscar, avait fait la musique avant la séquence? Et c'est en écoutant la séquence qu'il a improvisé sa marche dans l'escalier. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que j'en ai la frisson. Je suis sensible à cette musique-là qui peut m'amener ailleurs. Fait que tu accroches des émotions, tu accroches des moments. Très sensoriel. Et sans peut-être le savoir, tu vas connecter à une chanson pour t'amener dans un état que tu as envie d'être, que ce soit relax, combatif. Et c'est drôle parce que, encore une fois, on fait le parallèle. Je veux dire, on se rend compte que la partie du sport est tellement présente dans ta vie.
puis elle est présente même au niveau de la musique, parce que c'est quelque chose qui va t'amener dans un état justement de paix ou d'activité, dépendamment de ce que tu veux faire. Moi, tu vois, je m'entraîne 1h30 à 2 heures, 3 fois par semaine à la boxe. Et la première étape, j'embarque sur le tapis roulant où je cours, mais j'aime mieux le tapis roulant, avec un crescendo de vitesse. Mais regarde, c'est Highway to Hell dans mes oreilles, là. C'est AC/DC, puis c'est la musique de Rocky, là. Alors, et j'ai comme un crescendo. Tu sais, comme par exemple Top Gun. Tu écoutes Top Gun, là, la musique, là, ça part. Tu sais, ce genre de bridge-là, c'est-à-dire que tu as un crescendo d'émotion dans la musique, puis tu sais que tu passes à une étape A à l'étape B, puis ça te fait courir plus. Ou bien quand tu fais du shadowboxing, tu te mets dans la tête, tu sais, puis l'effet miroir, là, c'est sûr que quand tu as vu le film 25 fois, là, tu vois la scène, puis quand tu as l'impression de faire les push-ups que Rocky fait, là. Alors, ben, je le fais en politique, je le fais quand j'ai des discours à faire, quand j'ai quand j'ai un événement à la télévision ou une entrevue importante, comme ici aujourd'hui, ou à la radio. Non, mais j'écoute de la musique. Moi, je fais de même. C'est-à-dire, non, puis aujourd'hui, là, je savais que c'était smooth, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens conversation, partage d'émotions, partage de passion. Exactement. À la base, c'est un petit peu ça, puis c'est ce que tu démontres tellement. La partie passion. Alors, je t'annonce que tu as fait partie de l'été des 4 saisons de Vivaldi ce matin. Bon, ben c'est excellent. Tu vois, c'est drôle parce que j'allais justement te demander s'il n'y a pas... Parce que tu parles, oui, ça nous amène en émotion et tout, mais les chansons nous amènent aussi à des moments. Hein? On se souvient des chansons quand on était au cégep. Ou moi, je me souviens à des chansons justement quand j'ai fait mes premiers Paralympiques. On parlait de l'Australie à Sydney. La chanson qu'il y avait quand on est rentré dans le stade. Est-ce qu'il y a une ou deux chansons pour toi là, que vraiment tu la réécoutes aujourd'hui, mais c'est pas juste pour te donner un état d'esprit, mais pour te ramener à des beaux moments que tu as vécu au courant de ta jeunesse ou même quand tu étais entraîneur de football? Écoute, oui. Il y a des moments, il y a des odeurs. Écoute, c'est aussi drôle que d'écouter Fernand Lapierre, Valderie Valdera à Log, et puis ça sent le hot dog. Non, mais le roteux t'arrive dans le nez. Là. Puis écoute, là, c'est ou bien Take Me Out to the Ball Game. C'est sûr que là, tu es au stade ou bien tu vas au baseball. Tu sais, il y a des événements tragiques également. Moi, quand il y a eu les événements du 11 septembre, j'étais à Hamilton pour annoncer comme ministre des Sports le championnat du monde vélo sur route qui était pour avoir lieu là. Puis tout a été bloqué, le train, l'avion. Fait qu'il a fallu que je fasse Hamilton-Montréal en voiture. Puis pendant tout ce temps-là, tu avais, puis écoute, je sais pas pourquoi, là, mais tu avais l'Adagio de Barber, là, la musique de Platoon qui jouait, tabarouette. Incroyable. C'est comme tu le stages pas, là, puis tu voudrais le stager, puis tu n'arriverais pas à aussi, un aussi bon résultat. T'sais. Fait que c'est sûr que les événements, il y a des choses, où est-ce que tu étais à ce moment-là? C'est soit une musique, c'est soit un événement, c'est soit une chicane, c'est soit un plan. Il y a toujours des choses qui nous raccrochent, et puis j'étais un gars bien sensible à ça, moi. Puis j'ai une mémoire aussi photographique puis sensorielle, là, à chaque fois, là, le disque dur se remplit. Il se remplit, puis juste un petit peu avant ou après, mais la boxe. Écoute, là, on ne peut pas passer à côté. Tu as parlé de baseball. Ben je sais que c'est un sport que tu adores. Je sais que tu es une des personnes, un porte-parole extraordinaire depuis que les Expos ont quitté. Tu veux ramener le baseball à Montréal. Et c'est drôle, tu parlais de la chanson Take Me Out to the Ball Game. Puis moi, je suis en train de t'imaginer, moi, en train de faire le premier lancer au nouveau stade à Montréal. Est-ce que ça va arriver, tu penses, dans les prochaines années? Je vais probablement le deuxième, pas le premier, parce que ça va aller à Stephen Brofman ou à son père Charles. OK. Ou je prendrai le troisième, c'est pas grave, là, mais non, sérieusement, j'ai toujours dit que le retour du baseball à Montréal, c'est pas un si, c'est un quand. Moi, en 1999, en fait, le dernier match
qui était en septembre, la semaine dernière, je crois, où on a perdu 9-1 contre les Marlins. C'était pathétique. Le dernier match, moi, là, j'ai une copie du billet encore, là. Non. Ouais, ça, c'était en 2001. En 1999, j'étais avec le groupe de Jacques Ménard, Dieu et son âme, l'ancien président de la Banque de Montréal, qui est un homme exceptionnel. Et on avait fait le tour, on avait été, parce qu'on voulait bâtir un nouveau stade, puis il y avait eu tout ça. Ça, c'est avant qu'on rencontre Grand Galop et Petit Trot. Alors, Jeffrey Loria. Je vais être gentil parce que je travaille sur On parlait d'image, hein? Là c'est... ouais. On ne dira pas quelle musique qui sera identifiée aux deux, par exemple. J'étais en tas. Et puis, à un moment donné, je me suis lié d'amitié avec un gars qui s'appelle Paul Beeston, qui était le numéro 2 de la Ligue de baseball majeure. Et je vais à New York. Et puis, je suis pas très entiché de Claude Brochu, mettons, mais je vais être gentil. Et je vais à New York pour rencontrer Paul Beeston, pour lui donner ma façon de penser comme député, puis de dire fais attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis ça donne mal parce que j'avais visité la galerie d'art de Jeffrey Loria et quand je suis arrivé, j'ai dit F, he's not a buyer, he's a seller. C'est pas un acheteur, c'est un vendeur. Il dit, on est fait. Ça vient du troisième œil de ma main. En 1999, j'ai travaillé très, très fort pour garder l'équipe. On l'a perdu malheureusement et je me suis toujours promis. Puis je l'avais fait comme ministre des Sports, comme député, ministre des Sports, bon, qu'on allait retrouver les expos. Et un des éléments déclencheurs, je vous dirais, c'était la mort de Gary Carter. Moi, le kid, écoute, moi, l'été, moi, j'étais catcher. Fait que l'été, j'étais Gary Carter. L'hiver, j'étais Guy Lafleur. Bon, pas pire, quand même. Je ne scorais pas autant, mais j'étais catcher. Mais j'étais très baseball plutôt que hockey. Et puis, en fait, la grosseur que j'avais, j'étais beaucoup plus gardien de but. Fait que je n'étais pas Guy Lafleur parce que je couvrais tous les ans. Et que maintenant, ça change, hein? Oui, c'est ce qui est triste, c'est que là, maintenant, il faut que j'apprenne à jouer parce que je couvre plus les angles, il faut que je sois vite. C'est pour ça que la boxe, j'ai des réflexes. Mais pour revenir à Gary Carter, je lui ai rendu hommage à la Chambre des communes. C'est un moment très émouvant pour moi. Et à un moment donné, je décide de me présenter à la mairie de Montréal. Et puis, je reçois un appel de Warren Cromartie. Alors, Warren était de celui, je dirais, qui a vu la lumière, un peu comme les Blues Brothers. I saw the light. Et on dirait qu'on a eu un appel collectif qui était plus de nostalgie, qui n'était pas de la nostalgie, mais qui était de l'ADN. On dirait que notre ADN s'est réveillé et disait « Hey, coudonc, Montréal est une ville de baseball, il faut travailler. » C'est comme si Gary nous avait tous appelés collectivement pour dire « Hey, the time is now. » Et puis, j'y ai cru à ce moment-là, en voyant Warren, j'ai dit, écoute, là, je n'ai pas dit quand je vais être maire, je dis pas si je vais être maire, quand je vais être maire, je vais travailler sur ce dossier-là, puis fiez-vous sur moi que, contrairement à mon prédécesseur, je vais faire partie de la solution. Puis je vais me battre, puis je vais être le promoteur en chef du retour des expos. Et écoute, bon an, mal an, avec Steven Brofman, Mitch Garber, Eric Boyko. Là, par la suite, Alain Bouchard de Couche-Tard et puis Stéphane Crétier de Garda. Je commence à rencontrer les gens un par un. Puis je dis, hey, moi, j'y crois, là. Fait que je m'organise même un voyage à New York. Je rencontre Rob Manfred. Ça a cliqué, chaud. Puis Manfred, contrairement, parce qu'on parle toujours qu'est-ce qui va arriver en premier, les expos ou bien les Nordiques. C'est vrai. C'est pas pareil, mais j'aime beaucoup le baseball. Et, mais la différence, Gary Bettman, puis moi, j'ai été un de ceux, d'un député, un des seuls députés fédéraux, disons, qui avait été, parce que je suis chum avec Régis, qui avait été à l'annonce. Puis moi, je croyais au retour, je crois au retour des Nordiques, mais je crois surtout aux infrastructures sportives. Pourquoi? Je te ramène au rapport Mills. On disait qu'il manque, il y a une carence d'infrastructures sportives. Alors, si tu veux devenir du sport d'élite, parce que l'élite, là, ce sont des ambassadeurs pour le sport de participation, le sport de masse, puis les jeunes TQ là, qui jouent, là, ben, ils ont besoin de modèles, OK? Donc, c'est une question d'ambassadeur puis de role model.
Alors, à ce moment-là, je dis, on a besoin d'infrastructures. Donc, j'étais d'accord avec le centre Vidéotron, ce qui est devenu le centre Vidéotron. Mais contrairement, je dirais qu'il y a deux approches différentes. J'avais l'impression que Bettman disait beaucoup plus « bâtissez puis on verra ». Rob Manfred disait « on va bâtir, mais on croit à Montréal. Puis quand Montréal va arriver, là, vous bâtirez le stade. » Alors, en quelque part, puis à chaque fois, Rob parlait continuellement bien. Donc, pour moi, il ne montait pas les enchères des autres villes. Oui, il y a une approche différente. Il faisait la promotion de Montréal. Alors, 1 plus 1, ça fait 2. Ouais. Et puis moi, j'étais le président de Métropolis, qui était l'organisation internationale des maires de plus d'1 million d'habitants et des grandes métropoles dans le monde. Et moi, j'avais particulièrement une stratégie nord-américaine. Je sais que Rob Manfred voulait avoir le Mexique et moi, je me mettais chum avec tous les maires qui ont une équipe des baseball majeurs. Ça donnait de même. Quand je faisais une visite, ça donne bien, toi. Il y avait un maire qui avait une équipe de baseball majeur. Je vous raconte une première anecdote savoureuse. Je m'en vais à Los Angeles. Je m'en vais rencontrer Stan, le président de Los Angeles, qui est partenaire avec Magic Johnson. Et je ne suis pas entiché de Los Angeles à cause du Blue Monday. En fait, j'ai les haïs. Mais je souris. Je les aime pareil, là. Pour être là, les aimer. Mais j'ai beaucoup de respect pour les Dodgers qui ont refait leur stade vintage en mettant 150 millions US, mais un peu comme le Fenway Park en reproduisant le stade et le mettant à la page. Alors, là, je rentre là. Ça prend mal. J'ai le gros logo des Dodgers d'en face, mais grand bien me fasse. Moi, j'ai la casquette des Expos, puis j'ai un plan dans la tête. Watch-moi bien aller. Donc là, je commence à marcher. J'entends un sacré à côté. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un bureau qui est ouvert à ma droite. Fait que là, j'entends, puis là, je rentre, puis là, je le regarde. Tommy Lasorda? Oh, man. C'est Tommy Lasorda qui est là. La joke, c'est que vous savez peut-être pas, mais Tommy Lasorda a joué pour les Royaux de Montréal. OK? Il avait été pour les Royaux avant. Incroyable! L'équipe qui avait amené Jackie Robinson à l'époque, rappelez-vous. Alors, je vois Tommy. Tommy, il me chiale après, mais gentiment. Il me dit « Why the... » Il dit « Moi, pourquoi vous avez perdu l'équipe? » Il dit « Moi, on m'avait demandé d'être coach, puis ils ont pris Gene Mock à l'époque. » Puis, en tout cas, là, il chialait, puis il chialait le bonhomme, mais on l'aimait. Fait que j'ai dit « Gene, j'ai un message pour toi. » Parce qu'oubliez pas qu'il se tenait dans la petite Italie, lui, à l'époque. Fait que j'ai dit « Écoute, Roger Brulotte fait dire que deux choses. Un, il te salue, puis que deuxièmement, ta fameuse sauce à spaghetti ne vient pas de Los Angeles, elle vient de la petite Italie, là. Fait que, on veut les droits d'auteur. On part ça rire. OK, première étape. Bon, ben, j'étais avec Tommy. Moi, j'avais un plan dans la tête. Fait que Stan me fait visiter la galerie de presse. Là, je vois un homme de couleur qui me regarde. En fait, avant. Un nommé, comment il s'appelait? C'est-tu Bob? En tout cas, le columniste du LA Times de baseball. How are you, Mr. Coder? Ça va bien? Hey, you know what? What? I love Montreal. You better be. Why? Well, I'm from Côte-Saint-Luc. Non. Le columniste du LA Times vient de Montréal. OK, tu pars bien. Ben, je dis, so, you know what to write? Tu devrais écrire que je suis ici puis qu'on travaille pour le retour du baseball et que tu es d'accord. Yes, sir, I'll do it. Il faut dire que moi, j'avais été l'année d'avant parce que les Blue Jays, tu te rappelles, je t'ai parlé de Paul Beeston. Paul Beeston était numéro 2 à l'époque, mais c'est devenu un ami politique. Mais Paul est devenu président des Blue Jays, puis c'est avec lui qu'on a négocié de faire des matchs des Blue Jays au stade olympique. Oui. Garde ça en tête. Parce que moi, je m'en allais négocier pour amener les Dodgers les jouer au stade. Okay. Tu vois, je laisse mon orgueil pareil. Donc là, je rencontre cet homme de couleur. Non, regarde. Je rencontre cet homme de couleur. Puis là, je le regarde. Il dit, Son, can I wear your cap? OK. Là, je le regarde. Manny Mota, c'était le premier joueur drafté des Expos en avril 1968. Il a joué 33 matchs pour les Expos. Il dit, Son, I want them back. I'm gonna help you.
OK, frisson. OK, c'est correct. Incroyable. Là, je parle avec Stan, mais mon stunt, là, parce que je devais rencontrer Eric Garcetti, puis en fait, la joke, c'est que j'étais assis à côté de Tommy Lasorda, il ne fallait pas le déranger, mais il me parlait pareil. J'avais Tommy. Là, je m'en vais. Il dit, je peux-tu aller sur le terrain? Oui, je m'en vais sur le terrain. Je rencontre le coach du troisième but. J'ai dit, coach, j'aimerais ça que tu essayes ma casquette. Il dit, je vais essayer ma casquette si tu essayes la mienne. Ah, OK. Je mets sa casquette, mais j'ai dit, tasse-toi donc. Mets-toi donc à droite du troisième but. Hey, j'ai dit, ça te rappelle-tu des souvenirs, ça? Tu sais, c'était qui? Non? Tim Wallach. Tim Oh Wallach. my God! Eli. J'ai dit, Tim, can I throw the ball with you? Mais ça n'a aucun bon sens. J'ai pris une photo avec Tim Wallach. J'ai dit, Tim, you're one of our greatest ambassadors. Je veux être le meilleur ambassadeur, il faut que tu embarques. Alors, ça, c'était mon anecdote. Puis là, j'envoie la photo à Roger, puis ça fait une nouvelle. Ça, c'était mon anecdote à Los Angeles. Alors, pendant 4 ans comme maire, William Peduto, le maire de Pittsburgh, je vais voir la gang parce qu'on avait fait un événement majeur avec les Blue Jays contre les Red Sox. Et Boston a... J'ai Bruins, OK, on s'entend. Mais Boston... Ça va pas bien oui. là, pour les équipes, il en reste moins, là. Puis je suis content que Boston ait perdu les séries. Mais nous autres, les Red Sox, Kennedy qui était là, puis la gang, c'était des membres du comité exécutif de la Ligue de baseball majeure. Et en même temps, je le vois lui, puis le président de San Francisco, des Giants. Et puis, évidemment, c'est l'équipe de mon fils. Je trouvais qu'il y avait une équipe pas mal loin parce que ça coûte cher d'avion quand on va là, mais en tout cas, peu importe. Et là, n'oubliez pas quoi? Qui est le scout qui fait partie de l'organisation des Giants? Felipe Alou. Alors, Felipe était là également. On le rencontre, tout le kit. Mon fils qui trippe parce que les Giants venaient de gagner la Série mondiale et il y a une photo avec le président des Giants puis il porte la bague. Et puis, tout ce beau monde-là a toute une belle histoire de Montréal. Puis, pendant tous ces 4 ans-là, on a fait le build-up de la promotion. Évidemment, j'ai perdu, ça arrive. Mais pendant ce temps-là, tu as des Steven Brofman et moi, on a écrit une lettre à tous les propriétaires. Il y a un travail de premier plan qui a été fait avec Stu Burke, le président des Rays de Tampa Bay. Le travail se fait, ça grandit, puis ça avance magnifiquement bien. Donc, tu vois, tout ce build-up-là, qu'est-ce que tu peux faire comme promoteur? Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde, OK, ils m'ont volé mon équipe à Washington, mais je suis bien chum avec Muriel Bowser, une mairesse exceptionnelle, en plus un démocrate, ça va bien, qui venait me parler de logement social. Et quand ils ont développé le stade là-bas, c'est devenu un projet structurant où la criminalité a baissé de 95 %. Tu as créé un pôle logistique exceptionnel. Tu crées des jeunes, tu sais, tu as vu toute la gang. Donc, le baseball, comme tous les sports, ça devient des projets structurants. Et puis, pour moi, ça fait partie de l'ADN de Montréal. Puis, Denis, je veux vraiment t'entendre là-dessus parce qu'il y a une fausse perception, je trouve, chez les gens quand on parle justement de sport élite. Parce qu'on dit le sport élite, ils font de l'argent, ça dépense, mais les gens ne semblent pas comprendre à quel point le crescendo vers justement l'activité physique. De mon côté, comme entraîneur, je trouve que les jeunes ne bougent pas assez. Dans les écoles, ça ne bouge pas assez. Parlons pas en plus de la partie des jeunes filles qui décrochent de plus en plus et qui sont sédentaires et qu'on rentre dans des stéréotypes aussi. C'est quoi, toi, justement, ta vision là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'on continue comme Richard Legendre a fait avec Tennis Canada, qui a fait avec le tennis, qui a fait quand il était allé en comme toi, tu es en train de faire. On en est où là-dedans? Parce que les gens semblent pas vouloir comprendre qu'on a un problème de sédentarité, que les jeunes ne sont pas actifs, mais que le sport professionnel, bien, ça fait partie de cette idée-là de vouloir modeler quelqu'un ou d'avoir un joueur de baseball ou d'avoir plus de jeunes sur des terrains. C'est où ta perception là-dessus, puis où on en est aujourd'hui en 2020? Je pense qu'une des statistiques que j'avais à l'époque, c'est si tu augmentes de 15 minutes la moyenne d'activité physique des gens, tu vas sauver 5 milliards de dollars par année de soins de santé. Right? Incroyable. Alors, t'es mieux de la prévention
amène une amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est la première étape. La deuxième, la nature humaine étant faite telle qu'elle est, on a besoin de modèles. Exactement. On a besoin d'encadrement, mais je dirais accompagnement. On a besoin de modèles, puis on a besoin d'écosystèmes ou d'environnement qui va être propice à allumer le feu en toi, à provoquer cette étincelle de vie qui va t'amener à une passion X, Y, Z. Peu importe le sport, l'important, c'est d'en faire, mais de voir ça comme une façon de se faire du bien. L'esprit sain dans un corps sain. Tu sais, à l'époque, on avait les publicités de participation, puis on disait que les Suédois de 60 ans sont plus en forme que les jeunes de 30. Bon, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais il y a une prise de conscience, je pense, qui est nécessaire, mais on a besoin à tous les niveaux. Puis c'est pas juste la job des gouvernements. Là. On a un travail à faire, les parents et tout ça. Mais le rapport Mills de l'époque, en fait, le crescendo, c'était à chaque 100 pièces que tu donnes à un organisme, tu sauves des millions de dollars. OK? Donc, tu ne réinventes pas la roue. Tu t'adjoins les passionnés, les meilleurs, puis tu mets les bonnes personnes aux bonnes places. Tu crées des infrastructures qui te permettent, l'occasion fait le larron. Je veux dire, si tu ne vois pas de terrain de baseball, tu ne joueras jamais à la balle. Exactement. Moi, je crois foncièrement, tant sur le plan économique que sur le plan social, du sport professionnel, quel qu'il soit. Tu te fais des pôles d'excellence. Faut pas que, autrement dit, il ne faut pas que tu partes en peur comme au hockey, par exemple, où tu as l'impression que c'est l'élite puis que si tu veux devenir quelqu'un, tu as besoin d'un triple A. Non. Il y a une réalité dans la vie. L'important, c'est de participer. Il y en a un meilleur. Il ne faut pas niveler vers le bas. Il faut que ceux qui ont la capacité, puis même pas de chance, de capacité, parce qu'à ce moment-là, nous, on devrait trouver les moyens pour que le diamant brut en toi puisse avoir ce poli qui te permet d'atteindre les sommets, parce qu'il y en a plein des petits Alexandre Despatie de ce monde et des Emily Hyman et compagnie. Et quelque sport que ce soit, c'est de le faire. Parallèlement à ça, c'est de se dire, moi, j'avais une stratégie, par exemple, au hockey, où je disais, le sport professionnel, le football l'a compris ça sous Larry Smith avec les Alouettes. C'est le don de soi, que tu fais un lien intrinsèque entre le sport professionnel et le sport amateur. Tu ne peux pas devenir nécessairement professionnel, mais tu peux contribuer à augmenter le sport amateur. Donc, à ce moment-là, tu as une stratégie de cause à effet où tu peux aussi avoir un partage des infrastructures. La Fondation du Canadien a compris ça, a travaillé avec la Fondation, avec le Bleu, Blanc, Rouge, en créant des arénas un peu partout. Ce qu'on a fait, l'événementiel, comme la Coupe Rogers, a créé évidemment tant à Toronto qu'à Montréal, des pôles d'excellence. Les instituts des sports créent ces pôles d'excellence, mais il faut que tu aies une politique du jeune, donc de l'athlète, une politique d'entraîneur. Tu as besoin nécessairement d'avoir des niveaux d'apprentissage pour que tu aies les meilleurs dans tout. Puis évidemment aussi l'éthique dans le sport qui comprend l'antidopage et une politique d'arbitre. Donc, mais notre rôle, c'est quoi? C'est de créer les infrastructures. Quand on a eu l'Agence mondiale antidopage, je leur ai dit, c'est fini le chèque en blanc où je te donne de l'argent, puis on crée un événement, puis tu ramasses tout. On va vous accompagner. On va créer une stratégie réglementaire. On a créé le passeport biologique et on a dit à chaque événement, si ça ne marche pas, on te tombe d'en face, puis c'est ce qui est arrivé à la Russie. C'est ce qui est arrivé aux Jeux en Grèce quand on est allé chercher même les meilleurs au niveau. On s'est attaqué même aux meilleurs au niveau notamment de l'athlétisme. Puis chaque sport, écoute, il y a de la pourriture dans tout, mais moi, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et puis quand on va toujours à un pas au-devant, c'est comme une partie d'échec, il faut que tu sois capable de se dire, tu es capable d'être réactif, mais que tu regardes 6-7 coups en avant pour pouvoir avoir un sport qui va te permettre aux jeunes de participer, de vivre pleinement tes passions ou à tout le moins de les découvrir, puis de se donner une chance où tu peux aller jusqu'au bout de tes rêves et de tes passions. Ça peut être juste la participation, comme ça peut être aussi un sport professionnel. Alors, l'événementiel, l'infrastructure, les saines habitudes de vie, les politiques, les stratégies de prévention,
de donner les outils comme à toi, comme coach, de pouvoir aller au-delà de tes rêves et puis de devenir cette accompagnatrice qui va créer les leaders de demain. En fait, tout ça, j'appelle ça une stratégie de citoyenneté. Et cette politique de citoyenneté-là, c'est là qu'on juge la maison à son solage. Le solage et la génération de demain, c'est un élément. L'autre élément qu'on doit penser aussi, c'est qu'il ne faut pas laisser les autres pour compte. Donc, tu as besoin, à l'époque, comme député, on avait ramené les nouveaux horizons, c'est-à-dire que de donner les outils pour nos aînés, pour qu'on ait des infrastructures pour la participation, parce qu'avec l'espérance de vie qui augmente, tu ne veux pas que ça devienne une stratégie de CHSLD. Il faut que tu leur donnes tant que tu peux les outils nécessaires pour une meilleure qualité de vie. Puis, écoute, je veux te ramener à ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect modèle. Est-ce que si on doit changer justement des valeurs, ça doit être nos valeurs, que ce soit au plan municipal qu'au plan national, au niveau de l'activité physique, est-ce qu'on n'a pas justement besoin, malheureusement ou heureusement, de ces modèles-là dans l'arène politique? Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de gens qui représentent, qui vont aller se battre comme toi tu le fais? Et qui m'amène à me demander, est-ce que justement le changement d'avoir le baseball, de continuer d'amener le sport comme étant une priorité de société, est-ce que toi, Denis Coderre, tu vas être capable de continuer de casser des murs et de changer des mentalités hors politique, ou tu as quand même cet aspect-là de la politique et est-ce que ça va te ramener en politique un jour? Tu sais, c'est vrai, la politique, c'est les gens. Politique, c'est toi, c'est moi. C'est d'aller chercher la confiance des gens pour les représenter. On ne représente pas de l'air. On peut casser bien du sucre sur le dos des politiciens. Mais le rôle, c'est quoi? C'est d'être... Tu as le gouvernement que tu mérites. Tu sais, dans la vie, comme dans la politique, comme dans une équipe, tu as le tiers qui se pogne le derrière, le tiers qui surfe, puis l'autre tiers qui se dépasse. Ouais. Puis c'est comme au hockey. Tu as un premier, deuxième, troisième, quatrième trio. Donc, tu as des gens qui ont des rôles spécifiques à jouer. Et quand tu travailles en équipe puis que tu te donnes les outils pour le faire, à ce moment-là, ton quatrième peut arriver au troisième, au deuxième, au premier trio. Donc, mais chacun, c'est le cumul des complémentarités qui fait ce que ça donne. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de gros ministères, il n'y a que des petits ministres. Ouais. Mais que tu sois député, que tu sois conseiller municipal, maire, peu importe, dans la mesure où tu crois en des idéaux, tu sais, tout ça, moi je dis toujours think global, act local. Tes valeurs intrinsèques, universelles, là, oui, tu as une façon de l'appliquer différemment peut-être par rapport au climat, par rapport à l'Amérique du Nord, l'Europe ou l'Asie, mais on se rejoint tous. Je veux dire, l'éthique dans le sport, c'est l'éthique dans le sport. Donc, dans la mesure où tu crois, tu dis, c'est pour ça que je te dis, tout seul, là, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est juste d'être un connecteur, d'être celui qui va tracer, qui va aller du point A au point B, qui va tout être le trait d'union puis le chef d'orchestre. Et on manque de chef d'orchestre, Denis. On manque de chef d'orchestre en ce moment. Nagano va être remplacé. Oui, exactement. Est-ce que tu t'ennuies de la politique? Ben, je suis toujours en politique parce que, regarde, je t'ai dit que j'étais président de classe en maternelle. Fait que ça fait partie de mon ADN. Fait que c'est sûr. Mais tu te rends compte qu'il y a plusieurs façons de faire rayonner tes idéaux. Il y a plusieurs façons de prendre une part active et d'être cet acteur de changement continu ou bien de protéger ou d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'à ma façon, dans l'ensemble des domaines que je travaille présentement, en étant humblement peut-être ce modèle de résilience également, de se dire, regarde, c'est pour ça que j'ai parlé de Mandela tantôt, c'est de se dire, regarde, il n'y a pas de défaite, ou bien tu gagnes ou tu apprends. Alors, à ce moment-là, l'important, c'est de continuer. Où l'avenir va m'amener, on le verra, mais très certainement, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et puis je n'ai pas nécessairement besoin d'un mandat électif pour le faire. Et puis, écoute, c'est avec des scènes, tu fais des piastres. Fait que c'est avec des pas, tu prends des marches. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Bien, je pense que de t'écouter, écoute, Denis, c'est hyper motivant. C'est motivant de mon côté aussi de continuer
à voir on peut faire partie du changement, mais pour faire partie du changement, il faut qu'on suive nos valeurs, il faut qu'on soit passionné dans ce qu'on fait, puis il faut qu'on soit une voix dans la société. Puis je suis contente de t'entendre de dire, bien, c'est pas nécessairement par la politique que ça se passe, ça peut se passer par plein de facteurs. Puis toi, tu es l'exemple de ça. Tu as tellement diversifié dans toute cette passion-là d'être avec les gens, de serrer des mains, dans toute l'implication, que ce soit avec l'hôpital juif, Stingray, dans tous les projets que tu fais. Écoute, c'est une grande motivation de t'entendre. Puis avant de te laisser partir, Denis, on parlait de musique. Et puis, j'ai le beau privilège d'avoir Seftalk et d'avoir un playlist avec Stingray Music qui supporte le podcast. Et je voudrais savoir aujourd'hui, en 2020, Denis Coderre, s'il y a une chanson à choisir ou un groupe qui représente dans le moment que tu es en ce moment, ça serait quoi? Oh, c'est pas juste. J'en ai plusieurs. Moi, écoute, ça dépend comment je file, mais je suis un gars qui adore la musique des années 70. Mais tu sais, autant je pouvais écouter du Beko, du Aznavour, que du Supertramp. Ou de ce temps-là, j'écoute Caïn, ah ouais, embarque ma belle. Quand même, hein? Mais Take the Long Way Home, ça vient me chercher. Là, okay. Mais comme je te dis aussi à chaque fois, écoute, Rocky puis moi, on est buddies. C'est mon frère là, parce que j'écoute toute sa musique. Donc, le Eye of the Tiger vient me travailler un petit peu, mais non, c'est le fun. Mais chaque moment a une musique différente. Mais je suis très, très versatile dans tout ça. Mais un petit coup de Supertramp. Bon, ben super. Ça fait un job. Mais peut-être en terminant, puis je vais finir avec une anecdote de vie. La défaite a été très douloureuse pour moi parce que je suis un passionné dans ce que je fais. J'avais des réalités personnelles que j'ai dû confronter. Et moi, j'étais un maniaque de Churchill. Hein? Pas parce qu'il fume le cigare et qu'il boit du scotch, là, mais quoique de temps en temps. Non, je ne fume pas ça. Mais pour ce qu'il est. Et justement, je parlais avec un chasseur de tête, mais 2 semaines après ma défaite. Mais c'était pas, puis j'étais parti à prendre une vacance une première fois en 5 ans. Je suis parti tout seul avec mon chef de cabinet la première semaine. Après, je l'ai sacré dehors, je ne voulais pas le voir. Mais j'étais avec Mike McDonald, puis on parle de cinéma ensemble. Et puis, j'avais tout vu sur Churchill, sauf The Darkest Hour avec Ullman. Et puis, il dit, va donc voir ça, Denis. OK. Fait que je m'en vais tout seul à Côte-Saint-Luc, je pense que c'est le cinéma Cavendish. Et puis, je suis assis avec mon gros popcorn puis mon Coke Diet pour le goût. Puis, je regarde le film. Puis, évidemment, les gens venaient me voir. Hey, mais c'est pas pendant le film, mais avant. Fait que, mais j'étais tout seul dans mon coin, là, puis je regardais ça. Puis, comme je te dis, je suis sensible à la musique, je suis sensible à tout ça. Ouais. Puis, The Darkest Hour, ça le dit, c'était pendant les événements de Dunkirk, puis il devenait premier ministre. Et puis, il a réussi par les citoyens et les civils à amener une flotte de bateaux pour ramener les prisonniers, les soldats britanniques. Puis je pense qu'il a amené 300 000 personnes. S'il n'avait pas fait ça, là, Hitler aurait gagné. Il n'y aurait pas eu le débarquement de Normandie. Mais, j'étais un gars de citation. Là, je suis assis tout seul, là, je suis penché, je suis en hand main, là, je regarde. Puis le film finit avec une citation. Victory is not final. Failure is not fatal. The most important thing is to have the courage to go on. Wow! Je vous laisse avec ça. La victoire n'est pas finale. La défaite n'est pas fatale. L'important, c'est d'avoir le courage de continuer. Alors, c'est ça la résilience. On juge une personne à sa capacité de se lever debout. Et que quand on comprend que les échecs, c'est une façon de se relever, c'est une façon d'être une meilleure personne, c'est de prendre une pause pour se regarder soi-même puis se dire OK, il y a quelque chose de pas correct. Où est-ce qu'on s'en va? Puis qu'est-ce que tu deviens? Puis t'aimes-tu ce que tu vois? Ben, quand tu te relèves, tu dis OK, on continue. C'est là que l'apprentissage vient te chercher. Et puis, je vous laisse avec cette magnifique citation, puis je vous incite,
Et je t'incite à ne pas lâcher, Séverine. Ça a été un moment... c'est le plus beau 15 minutes de ma vie que j'ai vécu. On a parlé 3/4 d'heure, puis ça valait la peine. C'est quand même pas si mal. Écoute, un politicien, c'est une grande gueule de toute façon, puis regarde. Ça, j'ai été vacciné avec une aiguille de gramophone, donc je parle tout le temps. Mais ça a été un moment magique, et puis je te remercie de me permettre de partager mes joies et mes peines et mes passions, et puis ce qui s'assemble se ressemble. Alors, j'ai été inspiré, c'est pour ça que je pense qu'on a eu beaucoup d'agréments aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir invité. Denis, écoute, je ne peux pas te remercier assez. Merci énormément. Puis tu parles d'inspiration. Écoute, si les gens qui vont t'écouter vont être aussi inspirés que moi, je le suis aujourd'hui, je te remercie de ton temps. Je te remercie de tout ce que tu as fait dans ton parcours, toute l'influence que tu as encore. Est-ce que je me souhaite et je nous souhaite un retour à revenir à une ville qu'on adore et qu'on aime tous? On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais le message que tu nous envoies, de toute façon, c'est peu importe comment, si on y croit, c'est à nous de créer le changement. Moi, à 12 ans, j'avais une tante que j'adore qui m'a dit, on est dans la campagne, très canadien-français de mentalité. Elle m'a dit, bon, Denis, t'es comme nous autres, t'es comme nous autres, t'es né pour un petit pain. J'ai dit, ma tante, regarde-moi bien aller, je vais faire des sandwichs pour tout le monde. Tout le monde. Denis, un gros merci. Je t'embrasse et au plaisir de te revoir très, très bientôt. Et bonne chance avec le prochain stade qu'on aura à Montréal de baseball. Non, je ne sais pas. Bye. Baseball. Bye-bye, Shai. Merci, bonne chance. Merci, Denis. Bye-bye. Bye. Encore une fois, merci à Denis pour sa grande générosité. Vous pouvez suivre Denis Coderre sur Twitter ou Facebook où il est très actif. Donc voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsavvy.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, vous pouvez consulter la liste des chansons de Self-Talk en téléchargeant l'application Stingray Music. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine. Sevs out.